Bonjour. Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui avec Agnès Crépé. Alors que la croissance est tirée en grande partie par les entreprises et les métiers du numérique, les femmes restent ultra minoritaires dans les métiers de l'informatique, en particulier dans ceux de la programmation. Pourquoi et comment changer cela? Donc on va échanger aujourd'hui avec Agnès pour explorer son parcours, son expérience et son point de vue sur la question. Donc, Agnès, merci de m'accorder cette interview. Merci. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton activité actuelle, avant de refaire un peu de ton parcours? Quelles sont ton ou tes activités principales aujourd'hui? Alors, au niveau pro, aujourd'hui, je fais partie d'une société que j'ai cofondée avec 3 autres personnes, qui s'appelle Ninja Squad. Donc, c'est une société de développeurs un peu passionnés par leur métier. On a essayé de monter une forme de société sur base coopérative. Sur format scope, même si ce n'en est pas une, où chaque personne a le même pouvoir et où surtout on avait envie de bosser comme on pouvait l'imaginer. Donc on a un jour de veille par semaine, on essaye de faire des projets en interne, de créer l'application qui va révolutionner le monde entier, qu'on n'a pas encore fait mais qu'on va bientôt faire, de choisir un peu les contextes sur lesquels on peut bosser. Voilà. Donc on a monté cette société en se disant que ça nous permettrait de travailler un peu plus comme on avait envie de faire. Voilà. À côté, je suis également je donne un coup de main à l'école des mines de Saint-Étienne pour travailler sur l'innovation pédagogique. Grosso modo, jusqu'à il y a quelques années, la France ne posait pas beaucoup de questions là-dessus. Avec l'essor des campus innovants, notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a cette volonté quand même de France de tourner les campus vers les nouvelles techno, etc. Donc je les accompagne un peu là-dessus, voilà, sur l'innovation pédagogique. Et en termes de clients, juste par rapport à ton activité, tu peux donner une idée des types de clients ou des types de problématiques sur lesquelles vous travaillez? Alors Ninja Squad, ça peut travailler sur n'importe quel domaine professionnel. Actuellement, notre gros client, c'est un client dans le domaine électrique. C'est une start-up autour des nouveaux modes de consommation électrique. Donc c'est très large, mais on peut bosser dans le domaine médical, dans le domaine, on n'a pas de spécialité métier en fait. D'accord. Voilà. Alors quand toi comment tu te définis toi-même? C'est-à-dire quand toi tu dois te présenter, tu te présentes comment? Tu te présentes comme développeuse, comme codeuse, comme programmatrice, comme informaticienne, comme rien de tout ça? Alors, soit développeuse, soit informaticienne en fait, ça dépend du public. Informaticienne c'est plus simple, parce qu'au moins quelqu'un qui ne connaît pas du tout le domaine, voilà, tu dis je fais de l'informatique. C'est vrai que je fais plutôt du développement, mais pas que ça. J'ai occupé pendant longtemps un poste d'architecte dans une DSI d'un laboratoire pharmaceutique, où du coup quand tu es architecte, tu fais certes du dev, mais aussi du coaching technique de développeurs. Moi j'ai pas mal bossé autour des méthodes dites agiles, des nouvelles manières de gérer des projets qui va à l'encontre du prédictif. Enfin, voilà. Pour moi, ça englobait d'autres tâches que le développement. Voilà. Donc ça dépend, mais en général, je préfère le terme développeuse. Pourquoi? Et est-ce que c'est un terme qui paraît restrictif quand on essaie de dire développeuse, codeuse pour essayer d'associer ça aux femmes dans le numérique ou... Alors, par rapport aux femmes, pas forcément. Par contre, le métier de développeur, c'est souvent mal vu. Moi, mon copain est développeur, par exemple, on s'est retrouvé dans un mariage il n'y a pas longtemps. Et il était avec des ex-collègues à lui de sa promo d'ingé, quoi, 10 ans avant. Quoi. Et quand il a dit, quand un des gars lui a demandé le boulot qu'il faisait, il a dit bah, je suis développeur, le mec lui a plus adressé la parole de la soirée, genre t'es un loser, t'as perdu ta vie. Quoi. Et pourquoi? Et bah parce que je pense qu'en France, le métier de développeur, il est vraiment mal perçu. Alors ça change, hein, il y a des initiatives comme Fier d'être dev qui ont fait du bien, qui ont permis justement de valoriser ce métier-là. Il y a les anglo-saxons qui font aussi beaucoup de bien, les communautés de développeurs en place qui essayent de faire tout pour valoriser ce métier. Mais dans mon inconscient collectif, c'est quand même un métier qui aujourd'hui en France n'est pas ultra valorisé. Même si ça a tendance à changer et même si j'espère bien que dans 10 ans ce soit différent. Mais aujourd'hui, quand tu as fait Bac plus 5, tu es ingénieur, etc., et que 10 ans après, tu as passé 30 ans, tu es encore dev, il y a des gens qui peuvent considérer ça comme un peu la douce. Voilà. Tu n'as pas atteint un poste de chef de projet, tu n'as pas atteint un poste de manager. Donc du coup, j'aime bien aussi dire que moi j'ai 38 ans dans une semaine, et j'aime bien dire que je suis développeuse, que je suis dans un métier technique de l'informatique, pour dire justement que en 10 ans derrière, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma vie. Quoi. Voilà. J'aime bien jouer là-dessus pour enclencher des discussions intéressantes autour de ce sujet du métier de développeur.
Qu'est-ce qui t'a incité au départ à t'intéresser à ce métier ou à cet univers? Alors, moi j'avais des potes qui étaient, quand j'avais 18 ans, 16-18 ans, j'avais pas mal d'amis qui étaient dans le monde Linux, logiciel libre, donc plutôt côté administration système. Donc j'ai commencé à rentrer dans le monde de Linux à cet âge-là, mais plus sur l'angle j'installe Linux, j'apprends à découvrir ce système d'exploitation, etc. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce monde-là, qui était celui du monde des logiciels libres, était très ouvert. On pouvait y participer pour apporter sa pierre à l'édifice et pouvoir contribuer à des projets de développement collaboratif. C'est vraiment, on va dire, l'éthique, la philosophie sous-jacente au monde des logiciels libres qui m'a donné envie de développer. D'accord, qui m'a donné cette envie de pouvoir participer à un projet d'échange de savoir un peu commun, cette espèce d'utopie concrète, quoi. Voilà. Donc ça m'a fait un petit peu rêver et c'est vraiment ce pourquoi j'ai choisi ce métier à la base. Ça peut choquer un petit peu les purs geeks. J'ai pas choisi ce métier à la base parce que j'étais depuis mes 10 ans dingue de coding. J'ai pas codé à 10 ans. À 10 ans, je faisais pas de code, quoi. Voilà. Mes parents, ils avaient pas d'ordi. J'ai un ami où il n'y avait pas ça. J'ai commencé à toucher à l'ordinateur, j'avais 17 ans, quoi. Donc c'était pas du tout dans ma famille. Je n'étais pas prédestinée à être informaticienne. C'est plus le monde des logiciels libres qui m'a donné envie de faire ce métier aujourd'hui. Toute l'éthique sous-jacente, historique, etc. Le fait que beaucoup d'acteurs du monde des logiciels libres et du monde de la micro-informatique d'ailleurs viennent vraiment de toute la philosophie DIY, do it yourself, avec cette volonté de faire par soi-même des choses, d'acquérir une autonomie sur des savoirs techniques, etc. Et ça me parlait. À cet âge-là, j'avais envie d'aller vers ça. Et quand j'ai commencé des études là-dedans, le côté technique m'a éclaté, quoi. Le côté où tu passes des nuits à essayer de coder un truc et que le matin ça marche. Tu vois, l'appétence technique est venue plus tard, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment la philosophie sous-jacente au monde du logiciel libre qui m'a d'abord éclaté. Alors c'est bien parce que tu anticipes toutes mes questions. Et du coup, j'en avais deux, donc je vais quand même les poser pour creuser un peu. C'est quelles études tu as faites, du coup, concrètement? Alors j'ai fait, donc à l'époque c'était les DUG, je suis vieille. Oui, moi aussi, donc ça va me parler à moi au moins. Donc j'ai fait un DUG Sciences, j'ai à ce moment-là fait licence maîtrise DEA de sciences cognitives. Donc les sciences cognitives, c'est les sciences du cerveau au sens large, et j'ai pris une spécialité informatique en licence. Donc maîtrise DEA, je faisais mes stages d'études sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, au machine learning, etc. Voilà. Et après mon DEA, donc en intelligence artificielle, avec cette spécialité-là, j'avais l'impression qu'il me manquait encore des bases en algo pur, et donc du coup, j'ai passé un concours pour rentrer à l'école des mines de Saint-Étienne, pour avoir justement un diplôme classique, équivalent d'un diplôme classique d'ingé informatique, quoi. Voilà. Plutôt profil développement, pour acquérir les bases de l'algorithmie qui me manquaient un petit peu selon mon parcours qui était plus tourné sciences cognitives à la base. Mais tu disais, tu faisais référence à ton univers familial. J'avais une question là-dessus qui m'intéressait, c'est de quelle manière l'environnement, mais qu'il soit familial, amical, géographique, a favorisé ou pas ton orientation. Donc toi, ce que tu disais, c'est vraiment l'univers des copains. Des copains, ouais. C'est pas mes parents, parce qu'ils n'étaient pas dedans. Mon père est pas complètement en dehors du truc, mais disons qu'il m'a jamais invité à avoir un ordi chez nous ou à s'amuser sur des jeux vidéo, etc. Là, c'est pas son truc. Il a d'autres qualités, mais pas celle-là. Voilà. Tu as des frères et sœurs? J'ai pas de frères et sœurs. Donc j'avais pas de mentor, j'avais pas de grand frère ou de grande sœur qui me tirent vers mon truc, tout ça. Par contre, vraiment dans mes copains de lycée, j'avais des gens qui étaient intéressés par ça, surtout fin du lycée, début des écoles des études supérieures. Là, j'ai rencontré vraiment des gens qui étaient dedans, et des gens en fait qui je les ai rencontrés par un autre biais, qui est de la musique en fait. Je suis rentrée dans des associations culturelles qui organisent des concerts, et c'est dans ce milieu-là que j'ai rencontré des gens qui étaient et fans de musique et fans d'informatique. Donc c'est un hasard quelque part, et c'est vraiment grâce à ces gens-là que j'ai découvert le monde de l'informatique. Quel a été ton parcours professionnel ensuite, plus les étapes qui ont été déterminantes, j'ai envie de dire, et pourquoi elles ont été déterminantes? Donc, je suis rentrée tout de suite après mes études chez un éditeur bancaire, où là je faisais du développement Java.
Ça, c'était le hasard, c'était la recherche de boulot, on répond à une annonce, etc. J'étais une boîte qui propose un poste de développeur Java, j'y suis allée, voilà. Mais c'était vraiment le hasard. Et j'ai eu de la chance, je pense, parce qu'autant de domaines ne me faisait pas triper, parce que la banque, j'ai pas du tout d'appétence dans ce domaine-là. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la R&D dans cette boîte. En fait, j'étais jeune embauchée avec la couleur des mines et tout ça, enfin des mines Saint-Étienne, des écoles d'ingé et tout ça. Donc ils étaient, hélas, comme beaucoup de boîtes, qui confiaient des tâches aux ingés et moins à des profils Bac plus 2 ou Bac plus 3, ce qui est dommage. On pourra y revenir, mais je pense qu'il y a des profils Bac plus 2 ou Bac plus 3 qui ont largement le niveau des ingénieurs. Bon, bref, et du coup, moi, ils m'ont confié des tâches de R&D rapidement. Je faisais du dev et un peu de R&D, donc j'ai bossé sur des premières versions de framework connus aujourd'hui comme Hibernate, etc. Donc ça m'a mis tout de suite le nez dans la technique, quoi. Voilà. Il n'y avait pas forcément beaucoup de communautés à cette époque de développeurs, mais par contre, il y avait déjà les premiers forums en ligne, donc j'ai découvert un peu tout cet univers lié au framework technique de l'écosystème Java. Et ça m'a vraiment plu, donc je pense que j'ai acquis pas mal de connaissances et de compétences à cette époque-là. Et au bout de 2-3 ans, je me suis dit, bon, le monde bancaire, c'est quand même pas ma tasse de thé. Ils sont pas très fun. En tout cas, je me sentais pas forcément bien là-dedans, et du coup, j'ai voulu bosser dans une boîte de service. J'ai bossé peut-être 5 ans dans une boîte de service comme architecte Java, où là, vraiment, voilà, je changeais de mission ultra fréquemment, donc je me frottais à plein de contextes différents. Donc là, j'ai fait un peu mes armes sur le fait de pouvoir s'adapter rapidement à des contextes techniques variés. Voilà. Et j'avais pas fait la case DSI, donc service informatique d'une grande boîte, et donc j'ai voulu essayer ça quelques années plus tard. Donc, je suis rentrée à la DSI d'un labo pharmaceutique comme architecte pendant quelques années, où là, l'intérêt que j'ai vu, c'est que la boîte devait se tourner vers la refonte d'un système d'information. En gros, ils voulaient redévelopper toutes les applis qui étaient un peu poussiéreuses chez eux, et donc là, c'était super classe, parce qu'on devait tout faire, tous les choix techniques, qui devaient être un petit peu pérennes, puisque c'était pour quelques années, quoi. Voilà. Et avec vraiment liberté totale, carte blanche, etc. Donc ça a été techniquement une super classe. Et puis, j'avais pas tenté la case entrepreneuriat, monter sa boîte, et c'est vraiment... à un moment, je dis, j'aurais dû le faire plus tôt, mais en fait, pas forcément. Monter sa boîte, j'ai monté à 32-33 ans, ça me paraît mieux, mais en fait, pas tant que ça, parce que du coup, t'es passé par différentes étapes avant, et donc c'est à cette époque-là que je l'ai fait, et c'est pas si mal, parce que t'as aussi des envies qui arrivent au fur et à mesure. À 25 ans, je pense que j'avais pas des envies très structurées, en fait, en termes autour de mon métier, quoi, de développeuse. Voilà. Quelles sont tes spécialités aujourd'hui? Alors moi, je suis plutôt techniquement autour de l'écosystème Java, d'accord. Petit à petit, j'essaye de me mettre à d'autres langages comme le JavaScript, voilà, mais c'est vraiment une technique autour de ce langage-là. Après, j'ai d'autres compétences autour de l'agilité, c'est-à-dire que je donne pas mal de formations sur comment faire de l'agilité avec le côté assez technique. Voilà, j'encadre aussi pas mal j'ai eu encadré pas mal de projets en méthode agile, voilà. Donc j'ai ces deux compétences, et après, depuis peu, j'essaye aussi de faire des choses autour de l'enseignement. Hein, c'est pour ça que j'aide l'école des mines en ce moment là-dessus, autour de tout ce qui touche à l'ingénierie pédagogique et aux nouvelles manières d'enseigner et de faire apprendre, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a à l'inverse des langages ou des sujets que tu n'aimes pas du tout, et pourquoi? J'ai longtemps fait du C, donc voilà, un langage par lequel je suis commencée. Quand tu fais de l'intelligence, à l'époque, quand je faisais des algos en intelligence artificielle, c'était quasi qu'en C, quoi. Et c'est un langage, alors aujourd'hui c'est rigolo, il y a pas longtemps j'ai donné un cours de C à des élèves, bon, bref. C'est un langage que je trouve très difficile, et justement pas forcément bien fait pour apprendre un langage de programmation. Et hélas, il se retrouve dans beaucoup de cursus d'élèves qui apprennent leur métier, quoi, d'ingénieur en informatique. C'est anti-pédagogique. J'essaye justement le but, ce serait d'essayer de dépoussiérer un peu tout ça. Je trouve que c'est un langage qui est difficile, ouais, voilà, qui tout de suite te fait rentrer dans des problématiques compliquées pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine des langages de programmation. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aime moins. Après, c'est pas que j'aime pas, mais tout ce qui est front, j'ai pas forcément de grosses compétences dans ce domaine-là. C'est pas forcément mon domaine. Je suis plutôt une développeuse back-office. Voilà. Tout ce qui est front, je suis pas encore assez à l'aise pour pouvoir m'éclater.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier et est-ce que ce sont les mêmes raisons qui t'avaient incité au départ, que tu évoquais il y a quelques minutes, ou est-ce qu'aujourd'hui il y aurait d'autres raisons qui font que ça te plaît et que tu y restes? Alors, je suis toujours très fière de pouvoir justement baigner dans cet écosystème des logiciels, de la création de logiciels, avec à la fois le côté, dans le monde du livre, on peut faire ce qu'on veut, et à la fois le côté, avec un ordi, on peut tout faire, quoi. Hein, avec un ordinateur, bah, tu peux créer l'appli que tu as envie, l'appli de tes rêves, l'outil qui peut changer éventuellement la vie d'autres personnes. Voilà, toujours ce rêve-là. Ça, pour moi, c'est toujours présent de manière assez forte. Après, il y a quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure des années, c'est tout ce que je touchais du doigt au début, mais que je n'avais pas forcément vraiment expérimenté. C'est vraiment l'échange de savoir, le fait de voir les yeux qui brillent d'une personne qui ne connaît pas le domaine et qui le découvre à travers ce que tu vas lui apprendre. Donc toute l'effervescence des communautés de développeurs, c'est quelque chose de fabuleux. Quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de Jug. Le Jug, c'est le Java User Group. Il y avait peu de conférences de développeurs en France. C'était assez, pas ghettoisé, mais il n'y avait pas forcément d'échanges très nombreux entre les gens de cette communauté. Et ça a été une vraie éclosion à partir des années 2007, 2008, 2009, on va dire, fin des années 2000. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux que je n'anticipais pas du tout quand j'ai commencé à bosser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te rendre à 5 meet-ups dans la semaine, un sur JavaScript, un sur Android, un sur Java. Enfin voilà, le monde des communautés de développeurs est ultra actif et ultra riche. Et tu peux vraiment t'ouvrir à plein de domaines qui à la base sont pas les tiens. Moi, je ne connais pas du tout le monde de la mobilité. Le dev natif Android, je ne connais pas. Il n'y a pas longtemps, ben voilà, il a fallu que je m'y mette parce qu'on avait, avec l'association Duchesse France, un atelier organisé sur Android. Enfin, voilà, et tu as la communauté qui va avec, qui peut t'aider à monter en compétence sur ce domaine-là. Ce que je trouve fabuleux dans ce métier, c'est cette communauté qui te permet de pouvoir apprendre en continu. Apprendre chez toi si tu as envie, mais aussi aller poser tes fesses sur un banc d'école à côté d'une autre personne qui peut t'aider à monter en compétence rapidement. Ça, c'est quand même fabuleux. Et c'est pas dans tous les métiers aujourd'hui, quoi. Quand je parle à des amis qui ne sont pas du tout dans l'informatique, il n'y a pas cet aspect communauté. Et ça, je ne l'anticipais pas, enfin, je ne le voyais pas aussi fort quand j'ai commencé à bosser au début des années 2000. Quoi. Et est-ce que la dimension valeur et éthique, à laquelle tu étais très sensible, tu la retrouves encore aujourd'hui ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui changent? Alors, elle existe toujours. Après, moi-même, j'ai pu participer parce que voilà, j'ai eu d'autres choses à faire et que j'ai pas créé un logiciel libre qui a révolutionné la face du monde, voilà. Donc j'ai pas énormément participé à ce domaine-là, même si je suis une forte utilisatrice de ce logiciel-là. Donc ça, voilà, le rêve de l'époque, ça n'a pas forcément été suivi. Par contre, je suis super contente d'avoir participé au fait de monter une boîte dans l'IT qui correspond un peu à une manière de travailler telle que je pouvais le rêver, quoi. Voilà, ça c'est plutôt le côté positif. Qu'est-ce qui te différencie, te distingue de tes collègues dans ta manière de travailler? Est-ce que tu le sais ou est-ce qu'on l'a dit? Alors qu'est-ce qu'on dit sur moi? C'est compliqué de dire des choses sans oui, non, c'est pas du tout pour aller vers quelque chose de personnel, c'est là où je veux en venir après, c'est sur la dimension féminine ou pas. Ouais, alors, donc c'est d'où ma petite question préliminaire. C'est le fait que j'arrive à faire adhérer les gens, souvent à un projet, une direction technique, ce genre de choses, quoi. Qui peut être une qualité féminine. Alors je mets des guillemets, c'est souvent des choses qu'on peut retrouver chez des filles, le fait de ne pas vouloir... ça c'est pas forcément ce que je suis, mais en tout cas l'explication qu'on donne souvent on dit les femmes elles sont pas forcément branchées par le pouvoir absolu et plus par une focalisation sur des objectifs communs. Je pense que je peux retrouver ça chez moi, c'est-à-dire que ce qui me fait triper c'est plus le fait d'aller ensemble vers un objectif et je peux mettre plein d'énergie pour arriver à ça et à ce que l'équipe y arrive. Et c'est souvent des choses qu'on dit sur moi. Voilà, le fait que j'arrive à entraîner un peu des gens sur un objectif à atteindre dans une équipe, quoi. Et ça peut s'expliquer effectivement parce que peut-être que les filles, et je mets aussi des guillemets, sont un peu moins dirigées par des objectifs perso. Voilà. C'est quelque chose que les sociologues observent beaucoup en fait dans la gente féminine et que je retrouve aussi chez les collègues filles. Hein. J'allais te poser la question, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ou que tu observes chez d'autres filles? Est-ce que c'est une particularité, un atout des femmes
dans le métier, ou est-ce que c'est une question de personnalité, tout simplement? Moi, j'ai retrouvé beaucoup ça chez les filles. Aujourd'hui, je fais partie de l'association Duchesse France. On était en train de manger ensemble, à Paris, là, pour un déplacement que j'avais à faire. Et on disait à nouveau, quoi, le fait de vouloir toutes ensemble un objectif commun pour notre association sans se mettre en avant l'une ou l'autre. C'est quelque chose dont on a parlé encore hier soir comme étant une valeur essentielle de notre collectif et quelque chose qu'on retrouve du coup forcément dans la gente féminine. C'est quelque chose qui n'est pas forcément lié à des personnes, je trouve, qui est lié au sexe féminin. Est-ce que toi tu as développé du coup un point de vue, des observations sur les différences entre les hommes et les femmes dans le développement informatique, mais que ce soit sur la manière de réfléchir ou de travailler, ou la motivation, ou les types d'objectifs, enfin, ouais. à différents niveaux? Techniquement, pas forcément. Je pense qu'on a tous des niveaux techniques semblables. Enfin voilà, ça dépend des personnes à ce niveau-là. Après, oui, ce que je disais par rapport à ma réflexion de juste avant, là, c'est que je pense que quand il y a des filles dans une équipe, quand il y a plus de mixité dans une équipe, c'est bien. Je parle pas forcément, c'est mieux d'avoir des filles, plus de mixité. Parité, pas forcément, mais que quand tu es dans une équipe où il n'y a que des mecs, ou dans une équipe où il n'y a que des filles, c'est un peu chiant. Sur plein de sujets, si tu n'as que des mecs, ça va être parfois, tu vas tomber dans des travers où il peut y avoir des jeux de challenge technique un peu sans but réel, voilà, des choses un peu pénibles à ce niveau-là, qui est moins observé, je trouve, quand j'ai eu travaillé avec des équipes plus mixtes, quoi. Où du coup, il y a moins besoin, cette envie d'être le meilleur techniquement, etc. C'est ce que j'ai observé perso. Je sais pas si ça se vérifie à d'autres échelles, mais moi en tout cas, c'est ce que j'ai observé. La mixité dans une équipe fait vachement bien, et la mixité de genre, et j'irai même plus loin, la mixité de culture. De culture pro, des gens, moi j'ai eu bossé dans des équipes où il y avait des profils DevOps, donc à la fois développeurs et à la fois opération, donc production, sysadmin, etc. Ça fait vachement bien, bosser avec des gens comme ça, de cultures différentes, et j'irais même loin de culture tout court, des gens qui viennent pas forcément de France, voilà, des gens qui ouvrent un peu des perspectives, qui donnent des expériences. Moi j'ai fait avec mon copain, on a fait un tour du monde pendant 1 an. On a donné quelques confs en Asie, etc. Et on a rencontré des gens, notamment en Asie, ou même en Afrique, qui nous ont éclatés, quoi. Et ça fait un bien fou de pouvoir rencontrer ces gens-là. En Afrique, on s'est fait un pote qui est leader du Togo Jug. Ce mec-là, l'énergie qu'il met dans sa communauté de développeurs, c'est incroyable. Il nous a demandé de faire un talk un samedi matin à 10 bornes de Lomé, la capitale du Togo. Un samedi matin à 9h. En France, je me positionne à 10 km de Lyon, la ville où, pas loin de là où j'habite, un samedi matin, on aurait été 2. Là, il y avait 60 personnes qui avaient mis 1h15 pour arriver sur le lieu de la conférence, qui avaient payé un taxi pour y aller, ce qui est une somme assez considérable là-bas. Voilà. C'est incroyable. Alors, une motivation que tu ne retrouves pas dans certains pays occidentaux. Donc tout ça pour dire que parfois c'est bien aussi de regarder ce qui se passe ailleurs. Sur la problématique des femmes, en Asie, notamment en Indonésie, 60% des développeurs sont des femmes. C'est pareil. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est une question intéressante que j'ai un peu creusée à l'époque avec les filles que j'avais rencontrées là-bas, qui avaient monté Duchesse Indonésia d'ailleurs. Les petites filles en Indonésie, quand elles sont petites, à 5-6 ans, elles apprennent, comme les petits garçons, à réparer des voitures. Il n'y a pas de frontière sur... à l'école ou c'est plus familial? C'est plus familial, bah, ça doit se retrouver à l'école, hein, mais en tout cas, elle me disait, bah ouais, moi quand j'étais gamine, mon père il m'apprenait à réparer sa bagnole comme il l'apprenait à mon frère. Il n'y avait pas ce côté, je ne laisse pas la petite fille tremper ses mains dans des trucs un peu dégueulasses, quoi. Donc il n'y a pas cette espèce de protection sur les petites filles. Et du coup, les métiers techniques peuvent leur être destinés. Alors, il y a 60%, c'est le chiffre qu'elle me donnait, bon peut-être qu'il y a à peu près parité. Ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, les métiers du développement en Indonésie ne sont pas destinés aux hommes. Et je pense que ça vient de l'éducation qu'on peut donner aux gamins là-bas, quoi. On ne protège pas les petites filles des tâches un peu sales, des tâches un peu techniques, de tout ce qui touche au monde de la mécanique, par exemple. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il y a une grosse différence, parce qu'en France, je ne vais pas jouer ma féministe de bas étage, hein, mais je regrette. Moi, j'ai 2 petits garçons en bas âge. Quand je vais dans les magasins de jouets, il y a encore une sacrée dichotomie entre le monde des filles et le monde des garçons.
je crois que tu as des enfants et notamment des filles et des garçons, tu as dû observer ça. Alors, tu essayes de faire des choses pour que tu ouvres un peu les esprits aux petites filles, enfin les perspectives aux petites filles, mais je trouve que c'est encore très 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 marqué, quoi. J'étais le baptême de ma filleule ce week-end, elle a eu encore une planche à repasser en tête, quoi, et puis t'as un peu de style, tu vois, c'est... Non, on va le garder, ça on va pas le couper. C'est scandaleux. Et du coup, voilà, j'ai un peu les boules là-dessus, et quand tu vas, alors je me répète, mais quand tu vas en Asie, donc moi j'ai vraiment observé ça en Malaisie et en Indonésie, il n'y a vraiment pas cette volonté de faire des choses propres aux petites filles. Voilà. J'allais te poser la question, pourquoi à ton avis il y a toujours aussi peu de femmes dans ces métiers dans les pays occidentaux? Parce qu'il n'y a pas que la France. Quand on regarde aux États-Unis les statistiques ou les chiffres ou les articles, elles se plaignent que ça ne se développe pas, ouais. Qu'il y a quand même toujours aussi peu de filles. À ton avis, je sous-entends que c'est l'éducation, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Moi, je pense que oui, ça vient de l'éducation, enfin, l'éducation, pas que des parents, hein. On va dire de tout ce qui est ancré fortement dans notre culture. Donc, évidemment que les parents, c'est l'éducation parentale s'inscrit dedans, mais il n'y a pas que ça. Il y a, moi, je me souviens, j'ai une copine belge qui fait des ateliers d'initiation technique pour les filles, des néophiles, quoi. Et elle m'avait passé un article d'une sociologue qui disait qu'en fait, jusqu'à 13-14 ans, les petites filles, elles sont super bonnes en sciences. Et puis à 14-15 ans, il y a une espèce de basculement où elles vont un peu s'écarter, elles vont être moins présentes sur des matières scientifiques, etc. Parce que elles disent dans leurs propos avoir peut-être moins confiance en elles sur des choses techniques, etc. Parce qu'il y a aussi vu qu'il y a beaucoup d'hommes présents dans des métiers techniques, par exemple de l'informatique, et ben elles voient justement cette forte visibilité masculine, elles n'ont pas envie d'y aller, c'est un cercle vicieux, quoi. Plus t'as d'hommes, moins elles ont envie d'y aller. Moi je donne parfois avec les duchesses en intérieur dans des collèges. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un collège de ma région et t'as 3 gamines qui sont venues me voir à la fin de la 13 et elles m'ont dit moi je croyais qu'un informaticien c'était gros, moins de 30 ans et que ça mangeait des pizzas. Je disais j'aime bien les pizzas, je suis peut-être pas très mince, mais en tout cas je suis une fille. Donc il y a ce côté servicieux où moins elles sont présentes, les femmes, moins les petites filles ont envie d'aller vers ça. Et un peu avant l'âge de 14 ans, à des âges où on commence à leur faire des expérimentations à 7-8 ans, là en sciences nat ou des choses comme ça, il y a aussi cette observation où les garçons font un peu plus de coude pour faire de l'expérimentation technique, etc. Et les petites filles ont un peu moins tendance à oser aller sur la paillasse, quoi, pour être concrète. Et c'est pour ça que cette copine belge, elle faisait partie d'associations qui organisaient des ateliers d'initiation aux sciences et techniques pour les petites filles non mixtes. Donc la non-mixité fait toujours peur en France, mais en même temps, cette association-là, elle fait des choses en Belgique en disant bah oui, mais on a l'impression que les petites filles n'arrivent pas forcément à trouver leur place aujourd'hui à l'école dans les ateliers scientifiques, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, c'est que on fait pas forcément, on laisse pas forcément la place qu'il faut aux petites filles dès leur plus jeune âge, quoi. On fait pas forcément à ça, ou la non-mixité fait très peur. Moi je suis pas forcément pour de la non-mixité à l'école, hein, évidemment. Et par contre, être vigilant sur les méthodes pédagogiques dans le monde des sciences et techniques, sur les classes justement primaires ou à 7-8 ans, faire attention que les filles aient leur place, ça je trouve ça important. Parce qu'il y a des choses qui s'expliquent à ce niveau-là, quoi. Et donc après, oui, forcément, si elles décrochent là, elles vont encore plus décrocher à 13 ans, et après en école d'ingé, c'est fini, quoi. Enfin, elles sont, moi quand j'ai fini mes études et que je suis rentrée à l'école de mine, on était 2 filles sur une promo, c'est terrible, quoi. Voilà. Et forcément, ça donne encore moins envie à d'autres de rentrer. Donc nous, dans Duchesse France, l'association de filles dans l'IT, dont je fais partie, on essaye de se rendre visible. Pas pour le fun, pas si un peu, pourquoi pas, mais pour montrer qu'il y a des filles en informatique, que c'est pas un métier dédié aux garçons. Et voilà, le fait qu'on mette en avant ces rôles modèles, des rôles modèles de filles dans l'informatique, bah, c'est aussi pour ça, c'est pour montrer, donner des exemples et donner un peu envie à des filles, quoi. À Lyon, on a monté, j'ai participé au fait de monter Duchesse Lyon. Au début, j'étais un peu toute seule, maintenant il y a des filles qui nous ont rejoints. Il y a des filles qui ont 15 ans de moins que moi, elles font super, elles me font du bien, quoi. Voilà,
Elles sont motivées, elles ont baigné plus que moi quand j'étais petite dans le domaine de l'IT. Elles ont eu voilà, des exemples autour d'elles qui leur ont permis de choisir ce métier-là, et j'espère qu'on va continuer à aller dans ce sens-là. Mais du coup, pourquoi tous ces freins ne t'ont pas freiné à toi? Alors moi, déjà, vu que je faisais partie d'une association dans le monde culturel plutôt orientée organisation de concert rock, j'étais déjà habituée, dans le monde du rock, il n'y a pas beaucoup de filles, j'étais déjà habituée un peu à être seule fille, enfin seule fille, on n'était pas très nombreuses. Donc finalement, l'informatique, c'était un truc parmi d'autres, quoi. C'était un autre domaine où j'allais être un peu seule, donc ça ne me dérangeait pas forcément. J'ai été élevée par mon père, tout ça, donc la jante masculine ne me faisait pas forcément peur. Mais par contre, je me souviens quand même mes cours d'info où j'étais vraiment un peu toute seule, voilà, c'était pas très fun en fait. Je m'embêtais un peu, à l'école je m'embêtais un peu. Parce que je ne dis pas que je m'éclate qu'avec des filles, mais voilà, quand t'as vraiment que des garçons dans la classe, bah, c'est un peu triste, quoi. Parce que tu partages pas forcément les mêmes choses, voilà, tu aurais envie d'avoir un peu plus de mixité, quoi. Voilà. Donc j'ai choisi ça, ça m'a pas forcément fait peur, mais j'ai pas trouvé ça très drôle. Si tu devais aujourd'hui transmettre le goût de ton métier ou de ton univers au sens large à des enfants et adolescents, comment tu t'y prendrais pour intéresser autant de filles que de garçons? Alors, ce que je dis souvent quand j'interviens dans les collèges, différentes écoles, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que apprendre à coder, c'est comme apprendre une langue. Ça permet d'ouvrir des perspectives incroyables. Ça leur permet de pouvoir maîtriser un outil pour créer ce qu'ils ont envie. C'est un outil de création fabuleux. Ce que j'ai pas dit aussi quand tu me parlais de ce pourquoi j'ai choisi ce outil-là, l'aspect créativité est incroyable dans cet outil. Hein, c'est pas quand tu codes, tu fais pas que retranscrire des algos un peu chiants, etc. Tu peux vraiment avoir une forte partie création dans ce métier-là. Et ça je trouve ça assez dingue, quoi, assez classe. Et c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant auprès des jeunes quand je présente mon métier. Et du coup, forcément, ça va parler aux filles comme aux garçons, quoi. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai le plus de questions. C'est-à-dire que quand j'en parle, filles et garçons me disent tout le temps à la fin, mais ça veut dire qu'il y a de la créativité dans le développement, c'est-à-dire. Et donc j'explicite toujours, j'ai toujours mon poste avec j'ai du code, je peux leur montrer, leur expliquer pourquoi je parle de créativité. Créativité en termes de code, en termes d'interface, on parle d'usage d'expérience utilisateur, ça aussi pour moi il y a un aspect créatif, quoi, voilà. Et donc je mets vachement ça en avant. Et après, pour me tourner, je ne me tourne pas forcément plus sur les filles que sur les garçons. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'essaye de parler de mon métier sur ce qui m'éclate. Je parle aussi d'éthique, la philosophie du logiciel libre, tout ça, j'en parle aussi. Mais j'ai pas d'arguments qui sont plus tournés par les filles que par les garçons. Et par contre, en présentant ces aspects-là, je me rends compte que ça résonne aussi bien sur les petites filles que sur les jeunes ados garçons que les jeunes ados. Qu'est-ce qui te frustre le plus aujourd'hui dans ton activité actuelle? Dans mon activité actuelle. Alors, ce qui me frustre le plus, au sens large, plus par rapport à l'univers. Donc, c'est toujours cette position un peu bancale du métier de développeur, où c'est pas facile de valoriser ce métier-là par rapport aux pays anglo-saxons. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un tollé général, Facebook a publié ses salaires. Un dev, et le salaire moyen d'un développeur là-bas, c'était 120 $, et un chef de projet, c'était 80 $. Tollé général en France, c'est quoi ce bordel? Chef de projet est moins payé qu'un développeur, voilà. Donc ça montre bien qu'en France, on n'est pas prêt à valoriser un développeur aussi bien, voire plus, qu'un chef de projet. Donc j'ai tendance à être un peu irritable sur le sujet. Ce qui va avec, c'est parfois, dans beaucoup de services informatiques en France, il peut y avoir un peu d'immobilisme. C'est-à-dire que derrière le fait de ne pas valoriser le métier de développeur, il y a aussi le fait de ne pas leur donner un contexte de travail super sympa. Et on est encore nombreuses, hier on en parlait à table avec les duchesses, moi heureusement j'en fais pas partie, mais il y a encore des filles, des personnes, des développeurs qui n'ont pas accès aux outils dont ils ont besoin, qui sont bridés au niveau des proxys, qui n'ont pas les machines avec la puissance minimum pour pouvoir développer. Donc ça, je trouve ça un peu pénible en fait dans notre métier, c'est de devoir se battre pour finalement juste le minimum vital pour pouvoir faire notre métier de développeur. Ça, je trouve ça un peu pénible. Alors souvent, on a tendance à dire, allez, mais prenez-vous en main, changez de boîte et tout ça. Oui, mais c'est aussi intéressant de se battre dans la boîte dans laquelle on est, qui est un peu poussiéreuse, pour faire changer les choses. Et moi, je l'ai eu fait, surtout quand je bossais dans le domaine bancaire. Vous imaginez bien que c'était quand même pas super innovant. Et je l'ai fait, mais des moments, voilà, t'es un peu fatigué, quoi. Tu
vois, d'essayer de te battre pour finalement arriver à pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu irritable, mais qu'il faut continuer à faire. Et du coup, à l'inverse, si on arrive vers la fin de l'interview, parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, si tu pouvais exaucer 3 vœux, lesquels seraient-ils? Le premier, ce serait de se dire que dans quelques années, le métier de développeur soit autant valorisé qu'un autre métier de l'IT. Ça serait quand même vachement chouette en France, parce que je pense que ça l'est ailleurs. Le deuxième, ça pourrait être d'avoir beaucoup plus de filles. Ça serait quand même cool, quoi. Voilà, qu'on arrive à un métier beaucoup plus paritaire, à beaucoup plus de mixité. Ça serait bien. Et après, un vœu peut-être plus perso, voilà, que j'arrive avec la boîte que j'ai montée, Ninja Squad, avec mes proches collègues, qu'on arrive à vraiment réaliser notre rêve de créer l'application qui nous éclate et qui nous permette accessoirement de vivre un peu comme on en veut. Voilà. Et merci beaucoup. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui te semble important? Je m'occupe d'une conférence qui s'appelle Mixit aussi, bénévolement sur Lyon. On organise des ateliers de coding pour enfants. Et ça prend à fond. Donc la bande de gens qui s'occupent de ces ateliers s'appelle Mixtine. Et Mixtine, aujourd'hui, ils font plein d'ateliers dans l'année sur notre région. Devox for Kids fait un peu la même chose. Et je trouve que c'est vachement important de pouvoir faire apprendre aux enfants cet outil-là. On parle de code à l'école, mais on n'est pas encore super bon là-dessus en France. Et vraiment, pour ceux qui sont parents aujourd'hui, je peux que leur conseiller d'ouvrir leurs enfants à ce domaine-là. Voilà. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais de leur donner la possibilité d'apprendre, d'acquérir cette compétence, je pense que c'est vachement cool. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. Merci à toi.